Covid long, c'est simple, ça répond à une définition qui est assez consensuelle. On parle de Covid long quand on a des symptômes qui perdurent au-delà de 3 mois après l'épisode aigu de Covid. Et il faut signaler que cette dénomination a d'abord été le fait des patients. Ce sont les patients qui ont les premiers parlé de Covid long. Covid long, ça peut concerner, d'abord en France, ça concerne plus de 2 millions de patients. C'est quand même assez énorme. Et il y a un certain nombre de facteurs de risque. C'est le sexe féminin, c'est un certain nombre de comorbidités, en particulier le tabagisme, l'obésité, le diabète, les pathologies cardiovasculaires, respiratoires, et souvent un niveau socio-économique un petit peu bas. Le premier symptôme, celui qui domine l'ensemble des symptômes et qui accompagne les autres d'ailleurs, c'est le tableau de fatigue. Une fatigue qui est tout azimut, c'est une fatigue physique, c'est une fatigue morale, c'est une fatigue intellectuelle, c'est une fatigue psychologique et qui peut être écrasante, qui font que les gens ne se sentent plus aptes à rien. Donc cette fatigue s'accompagne de troubles de l'attention, de troubles du sommeil, de troubles de la concentration, de brouillard intellectuel. Donc il y a tout cet aspect neurologique, neurophysiologique, et qui peut être plus ou moins accompagné de difficultés respiratoires, de toux, d'essoufflement, de problèmes de palpitation, de troubles digestifs, de constipation, de diarrhée, de troubles de l'odorat, de troubles du goût, de problèmes cutanés. Donc, il y a plus de 200 symptômes comme ça qui ont été répertoriés. Et dans mon domaine particulier, il y a souvent des problèmes de douleurs musculo-squelettiques. Oui, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont évoqués. Les premiers, il n'y a pas d'ordre de préférentiel d'ailleurs, hein. Il y a d'abord la persistance du virus qui peut se loger dans un certain nombre de muqueuses, les muqueuses digestives en particulier. Ensuite, il y a tous les problèmes liés à la dysimmunité, hein, avec des troubles de production d'anticorps qui vont attaquer l'organisme du patient, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui vont être liés à la réactivation de certains virus. Il y a aussi des problèmes de déséquilibre au niveau du microbiote. Il y a donc tout ces fonctionnements dysimmunitaires qui vont entraîner un état d'inflammation plus ou moins généralisé qui va concerner plus ou moins l'ensemble des tissus du patient. Que ce soit les muqueuses intestinales, que ce soit le système cardiovasculaire, le système nerveux, qui sont les systèmes qui souffrent le plus dans les Covid longs. D'abord, le diagnostic du Covid long, c'est d'abord la symptomatologie. C'est l'écoute du patient qui permet de dire, tiens, là, on est en face d'un Covid long et il faut faire très attention. Donc, il faut faire un état des lieux sur le plan biologique. Donc, il faut avoir un bilan relativement complet, avec bien entendu numération, formule sanguine et tout ça, mais un bilan inflammatoire et un bilan qui évalue les risques potentiels de troubles de la coagulation. Étant donné que un des risques majeurs, ce sont les AVC, ce sont les myocardites, etc. Comme je l'ai dit, un des mécanismes d'entretien du Covid long, c'est la persistance du virus. Donc, si on soupçonne que le virus persiste, il ne faut pas hésiter à recourir à l'ivermectine, à la posologie habituelle, qui est de 0,2 à 0,4 mg par kilo pendant une petite semaine. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, il faut absolument soutenir le système immunitaire et lutter contre les dysfonctionnements mitochondriaux. Donc pour ça, il faut donner de la vitamine D, il faut apporter du zinc, du magnésium, de la quercétine, de la N-acétylcystéine, du glutathion, de la coenzyme Q10. Donc tout ça, ça dépend un petit peu du contexte et on n'est pas obligé de tout faire en même temps, mais on peut faire un traitement séquentiel. Des bons moyens de soutenir le système immunitaire, c'est d'utiliser la naltrexone. La naltrexone, ça fait très bizarre parce que c'est un remède qui est utilisé pour
dans le cas de désintoxication des gens qui sont addicts, en particulier à l'alcool. Mais on sait, il y a un certain nombre de publications qui montrent que quand on utilise le naltrexone sous forme de laodose naltrexone, eh bien, ça permet de stimuler le système immunitaire. Alors, c'est très peu connu des médecins, bien que les publications sont nombreuses, en particulier en cancérologie, pour soutenir le système immunitaire. Comment procède-t-on? On prend un comprimé à 50 mg de naltrexone, on le dilue dans une ampoule de chlorure de sodium, on met tout ça dans un petit flacon avec un compte-gouttes, tout ça est mis au frigidaire et le patient prend 18 gouttes tous les soirs. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Il y a une plante qui n'est pas facile à trouver, qui s'appelle la célongénine, qui permet de lutter, qui est anti-inflammatoire, qui permet de soutenir les problèmes respiratoires, qui protège le système hépatique. Et cette célongénine, on la trouve à l'association Solidarité à Toulouse. Et puis pour moi, le traitement peut-être le plus fondamental, ce sont les perfusions de vitamine C à haute dose, au minimum à 12 grammes, et qui permettent de tirer d'affaire les patients très très vite en quelques jours. À côté de ça, il faut prévenir les risques de thrombose, puisqu'on a vu que ça fait partie des troubles majeurs, et on peut le faire d'ailleurs sans anticoagulant. Si on a des craintes, on peut le faire en utilisant la nattokinase, qui est un dérivé du soja et qui a un fort pouvoir anticoagulant sans en avoir les inconvénients. Donc, à côté de ça, donc j'ai dit il faut lutter contre les troubles digestifs, donc donner des probiotiques, lutter contre les troubles cognitifs, en particulier avec des remèdes naturels comme le ginkgo biloba, comme le Bacopa monnieri, et si jamais il y a des troubles du goût, des troubles de l'odorat, il faut faire de la rééducation olfactive. Et tant qu'on est dans la rééducation, souvent on a besoin du concours du kiné pour remettre en forme les patients. Alors là, la réponse, malheureusement, elle n'est pas simple, parce que j'ai repéré 3 publications récentes qui sont contradictoires dans leurs conclusions. Une première qui a été publiée au mois de juillet l'année dernière, en 2022, qui est parue dans une revue médicale suisse et qui montre que l'efficacité de la vaccination est très variable d'un patient à l'autre et que ça n'offre qu'une protection partielle. Ça, c'est cette publication. Il y en a une autre d'une équipe française qui est parue, pour pas que je dise de bêtises, qui est parue au mois de février 2023, qui montre qu'il y a une protection, là, partielle, et qui diminue les symptômes. Et puis, alors, il y a une publication encore un peu plus perverse, celle-là, puisqu'elle date, et elle est récente, elle date du mois d'août 2023, qui montre au contraire que la vaccination augmente le risque de 40% de faire un Covid long. Alors, il faut se débrouiller là-dedans. Alors, c'est déjà pas simple pour avoir une idée de ce que fait la vaccination en dehors de ses effets délétères pour les patients. Et là, en l'occurrence, c'est peu ou pas efficace, voire néfaste. Tout ce que j'ai dit et expliqué est totalement validé par des publications. La plupart, d'ailleurs, ce sont des publications anglaises, américaines, qui viennent étayer tout ce qui a été dit et qui sont accessibles sur le site de Bon Sens. Je vais mettre à disposition toute cette bibliographie.